Salut Clément. Salut. Merci beaucoup d'être là, d'avoir pris le temps de venir juste avant le rush d'Avignon, parce que tu y retournes dans moins d'une semaine. Ouais. Pour te resituer, on s'est rencontrés l'année dernière. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ta pièce que tu as écrite et mise en scène, Frères. J'ai interviewé d'ailleurs Guillaume Tagnati, qui est l'un des deux comédiens de la pièce, sur ma chaîne. Et donc, tu repars à Avignon cet été pour la deuxième tournée de Frères. Non, la troisième tournée. On va dire la deuxième et demie. Parce qu'il y a eu un premier Avignon, mais qui était même pas un demi-Avignon, qu'on avait fait une semaine. Ok, bon, on s'en reparlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. J'ai la chance énorme de t'assister à la mise en scène de ta prochaine création qui va se jouer à Avignon l'année prochaine, en 2025. Et à la suite de toutes ces résidences qu'on a commencé à faire ensemble, j'ai vraiment envie de partager au monde ta méthode de travail qui, pour moi, est la plus efficace, qui se passe dans la joie, bienveillante. Enfin, j'ai vraiment la plus saine, en fait, qui soit. Et donc, je suis trop contente de pouvoir décortiquer ta façon de travailler aujourd'hui. Donc, merci encore d'être là. Ok. Et Grand plaisir, je dois sans doute un peu rougir là. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Parce qu'en plus d'être auteur pour du théâtre et metteur en scène, tu es aussi scénariste. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours? Comment t'en es arrivé de tes débuts de comédien, je crois, à la mise en scène et l'écriture d'une pièce? En gros, j'ai fait des études qui n'avaient pas grand-chose à voir en amont. J'ai été le typique bon élève qui va là où on lui dit d'aller. Mais j'aimais pas trop ce que je faisais. Et vers 25 ans, j'en ai eu marre de bosser dans ce que je faisais. Et j'ai eu la chance d'avoir un gros pépin de santé, un truc vraiment pas cool, mais qui m'a moi servi de déclic pour ok, cette vie-là, elle est pas bien, elle me va pas, donc je change. Et à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais besoin de me reconstruire physiquement, émotionnellement, et je faisais beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Et donc assez naturellement, je me suis dit, bon, si j'ai 25 ans, je vais me donner un an pour tenter, je vais essayer de voir ce que ça fait de faire une école de théâtre et assumer un petit peu ce truc, parce que je me cachais un peu jusqu'à présent en me disant, je vais en faire en amateur. Donc j'ai fait une école de théâtre, donc en tant que comédien, ça m'a beaucoup plu. Et je suis sorti de là, et j'avais 27 ans. Okay. J'étais déjà un peu trop âgé pour beaucoup de choses, pour les concours des écoles nationales, pour toutes ces choses-là. Et aussi, il fallait que je trouve du boulot pour gagner ma vie, parce que comme comédien, je la gagnais pas encore. J'avais pas trop envie d'être consultant dans le taf que je faisais avant, voilà. Et donc, moi, j'écrivais pas mal à l'époque, et j'avais des copains qui étaient auteurs pour des humoristes. Okay. Et un jour, je me suis dit, ça c'est marrant, ça. Je me verrais bien faire ça parce que c'est fun et parce que ça me laisserait le temps à côté d'être comédien. Donc j'ai commencé à aller voir des humoristes. Je leur ai dit, je suis pas auteur, mais je pense que je peux le devenir. Okay. Voilà, je serais hyper chaud d'écrire pour vous. Ça a marché avec un des gars. J'ai commencé à écrire pour lui. Puis après de là, je suis rentré à Canal+. Donc j'ai commencé à écrire pour le Before du Grand Journal, où j'ai récupéré un format court qui s'appelait les complots du Before à l'époque. C'est un ami à moi qui les avait lancés, on les a coécrits ensuite. De là, j'ai rencontré les mecs du Gorafi, donc je suis rentré au Gorafi, j'ai bossé pendant 3-4 ans au Gorafi. Okay. Puis j'ai, comme ça, pendant quelques années, bossé sur différentes émissions, un peu en auteur, on va dire, un peu joker, quoi. J'étais là pour écrire des sketchs, des vannes, des blagues. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre. J'avais envie de faire des trucs qui soient un peu plus durables, en fait. Parce que le problème d'écrire des blagues, c'est très bien, c'est très marrant. Mais tu bosses une semaine sur un truc qui dégage au bout de 2 minutes, tu vois. Et donc j'avais envie de faire un truc un peu plus pérenne, donc j'ai commencé à écrire de la fiction. J'ai commencé à écrire des scénarios de court-métrage. Ça me plaisait bien. De là, j'ai intégré une formation d'écriture de séries télé au CEA, et puis je suis devenu scénariste. Et voilà, en fait, de fil en aiguille, l'écriture est devenue mon taf. Et j'ai arrêté d'être comédien. Parce que je gagnais ma vie avec ça, parce que j'étais bon avec ça. Tu as notamment participé à l'écriture de Un petit truc en plus. Ouais, tout à fait. Le plus gros succès de cette année, on peut le dire. Ouais, j'ai la chance. Le premier film que j'ai écrit qui sort au cinéma, c'est Un petit truc en plus.
Donc, je suis assez content. Oui, ça va. Voilà, ça va. J'ai aussi bossé sur une série que j'aime énormément sur OCS qui s'appelle 7e ciel, dont la saison 2 va sortir dans pas très longtemps. Ok, trop bien. Là, j'ai aussi travaillé sur un film d'action Netflix qui est en tournage en ce moment à Marseille. Bref, j'ai fait pas mal de choses. Okay. Et j'ai abandonné le théâtre pendant longtemps. Je suis passé par la case théâtre immersif. J'ai fait du théâtre immersif pendant quelques temps. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré, notamment sur un projet qui s'appelait Close, Guillaume Tagnati. On a cliqué très fort, on s'est très bien entendu. C'était une grosse prod, il y avait beaucoup de boulot. Je filais aussi un coup de main à la direction d'acteur. On faisait déjà un peu une écriture semi-plateau, c'est-à-dire qu'on arrivait avec une grande idée des arcs narratifs et de ce qu'on allait raconter, avec une idée un petit peu des scènes. On improvisait avec les comédiens, après on écrivait les scènes, et on revenait le lendemain avec les scènes écrites. Et donc il y avait un peu ce jeu-là. Et on s'est rencontrés comme ça avec Guillaume. Et puis à la fin du truc, il m'a dit, écoute, j'ai bien aimé ta façon de bosser, on s'entend bien. Et j'ai une compagnie avec un pote à moi. Et j'aimerais bien que tu écrives, Jean-Baptiste Guinchard. Ouais. Et j'aimerais bien que tu écrives un spectacle pour nous et que tu me mettes en scène. Ça me tentait plutôt, mais j'avais un peu délaissé le monde du théâtre. Et donc voilà. Et entre-temps est arrivé le confinement. Et le Covid et tout ça. Et donc, d'un coup, tous les projets qui tombent à l'eau, Close s'arrête alors qu'on était en train de cartonner. Tous les projets sur lesquels j'ai bossé sont mis en stand-by. Le monde se met à paniquer. On ne sait pas si on va survivre, s'il va y avoir du théâtre, si ça va continuer, etc. Je me dis, pourquoi pas, en fait, faire un spectacle avec 2 comédiens. Close, c'était, il y avait 15 comédiens, il y avait 20 personnes au plateau. Enfin, c'était un truc monstrueux, tu vois. Donc, le genre de truc qui, dans l'immédiat après Covid, semble impensable. Et je me dis, ok, franchement, un spectacle avec 2 comédiens, j'en mets. Et eux, ils avaient envie d'écrire un spectacle sur la cuisine, sur le monde de la cuisine. Et moi, ça me tentait assez. C'est un monde que j'aime bien, j'y ai un peu bossé, j'ai beaucoup d'amis qui bossent là-dedans, je suis passionné par la cuisine, c'est même une obsession. Et on commence à répéter dans le laboratoire de cuisine d'une pote à Montreuil, vraiment dans des conditions mais totalement à l'arrache. Et on commence à chercher un peu comme ça, en impro, qu'est-ce qu'on va raconter ? On improvise, ils prennent des carottes, à ce moment-là, il n'y a aucune trame ? Non, il n'y a rien. D'accord. On avait, l'axe c'était un spectacle, une histoire dans le monde de la cuisine, c'est tout. Ok. Donc on commence à chercher en impro, ils prennent des carottes, des oignons, et ils coupent comme ça, c'est ridicule, on tente des trucs, c'est un peu tout naze. On cherche en impro pendant 2-3 jours comme ça, et au bout d'un moment, je commence à me dire, en fait, c'est pas une histoire de cuisine, ça se passe dans le monde de la cuisine, mais c'est une histoire d'amitié. Et je me dis également, le classique, la pièce qui se passe, une soirée en cuisine, c'est catastrophique, ça se dégénère pendant toute la soirée, on se prend la tête. Ça m'excitait pas des masses, je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de raconter une histoire d'amitié. Et j'ai envie de raconter une fresque amicale. J'ai envie de raconter une histoire qui se passe sur 20 ans. Et j'ai envie de raconter l'amitié comme on raconte l'amour. À ce moment-là, on a bossé pendant 3-4 jours. Je repars de là avec, je te dis, cette intuition conceptuelle. Histoire d'amitié dans le monde de la cuisine. Ça va durer 20 ans. Et un peu une envie de code narratif, d'adresse publique très forte, qui me vient d'une obsession que j'ai pour le théâtre-récit depuis quelques années déjà. Et là, on part en 2e confinement. Et moi, je suis enfermé dans ma chambre et je suis en train d'écrire ce spectacle qui parle justement d'amitié. Donc, il y a un truc très fort où je suis avec mes meilleurs amis en train d'écrire un spectacle là-dessus. Ouais. Et on se retrouve avec une proposition d'un théâtre pour faire une résidence. À ce moment-là, j'ai jamais mis en scène. J'écris un truc, mais je sais pas si c'est bien ou pas. On est avec Julien, le créateur lumière, qui commence à réfléchir à des choses. Il dit, tiens, ça pourrait être marrant, on pourrait mettre des latéraux comme ça, tac, tac. Et on cherche vraiment sur un grand plateau, tout vide, et on se dit, ok, ouais, c'est pas mal, ça commence à être rigolo. Et moi, j'avais écrit cette histoire en ayant en tête la musique d'un ami avec qui j'étais justement confiné, Patrick, qui fait aussi la musique du prochain spectacle. Et donc j'écrivais vraiment avec sa musique en tête, je lui dis, viens au théâtre avec tes guitares, tes pédales, et on va improviser en direct, on va chercher. On commence à chercher, et là je me dis, ouais, ça marche en fait. Les images que j'avais en tête, le texte et la musique, ça s'imbrique hyper bien. Et donc, on revient en résidence la fois d'après, cette fois avec Delphine, qui est donc... Delphine Youngman qui travaille sur la chorégraphie, le corps. Exactement, Delphine Youngman qui est vraiment ma meilleure amie, pour le coup, je la connais depuis que je suis né. Et elle est danseuse, elle est chorégraphe, elle est extraordinaire. Et j'avais en tête, à ce moment-là, j'avais compris que je ne voulais pas montrer la cuisine de manière réaliste.
fait, dès le premier jour, on était en train de bosser dans ce laboratoire de cuisine et Guillaume et JB coupaient des carottes et ils ne savaient pas faire. Et je me suis dit, non, en fait, on va être battu. Si on veut être réaliste, on va être battu. Donc je me dis, on va passer par la chorégraphie, histoire de ramener un peu d'abstraction. Et donc on a commencé à chercher avec le corps. Et en fait, comme ça, on a inventé un processus où les briques arrivaient les unes après les autres. Et il y a une forme de grammaire qui s'est mise en place où chacun amenait sa touche. Et moi, j'intégrais ça à l'écriture, où je me rendais compte qu'il y avait des choses qu'il n'y avait pas besoin de dire, parce que le corps pouvait les dire, ou parce que la musique pouvait le dire. Et à chaque fois, je retravaille mon texte en essayant d'intégrer cette nouvelle donnée qui intervient au fur et à mesure. Et donc, on a inventé comme ça un processus qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui fonctionne très bien avec notre collectif qui se crée à ce moment-là, avec tous les gens qui intègrent au fur et à mesure l'aventure. Et on écrit une pièce qui commence à tenir la route. Je vais passer un appel à candidature pour un festival tremplin dans le 94. Et je me dis, franchement, ça ne mange pas de pain. Le prix, c'est tu es accueilli pendant une semaine dans un théâtre qui s'appelle La Chapelle des Antonins, la Factory. C'est ça, à Avignon. À Avignon. Et t'es accueilli gratuitement, logé, déplacement payé, enfin, le rêve, quoi, le truc qui n'arrive jamais, le truc qui n'arrive absolument jamais. Et en plus de ça, quand toi-même, t'es pas sûr à 100% de ta légitimité et de la qualité de ce que tu es en train de faire, même si tu trouves ça bien, tu n'as aucune validation extérieure. Donc tu dis, ouais, pourquoi pas go. On remporte la finale et on doit être vers le mois de février, mars, un truc comme ça. Et Avignon, c'est dans 3 mois et demi. Ouais. Et donc là, on se dit, ok, chambé, on a gagné le truc, mais on n'a pas d'affiche, on n'a pas encore de titre pour le spectacle, on n'a pas de décor, on n'a pas de costume, la mise en scène, elle n'est pas terminée, la musique, elle n'est pas terminée, c'est un chantier gigantesque. Et puis vous aviez que 20 minutes de pièce à ce moment-là. Et on n'avait que 20 minutes de spectacle, ouais. C'était pour la forme d'Avignon, il faut un spectacle d'1h05-10, j'imagine. Exactement. Et moi, j'allais avoir un bébé. Ah oui, en plus. Vraiment. Donc, si tu veux, j'avais d'autres priorités que de trouver des costumes pour mon spectacle. Ouais. Donc, on monte le truc en 3e urgence. Je fais l'affiche du spectacle avec un pote. On fait tout un peu à l'arrache, mais à l'arrache. Ouais. Et on arrive à Avignon. Et donc, on a fait ce premier Avignon un peu fou où, en fait, on ne pensait pas y aller. On n'était pas attendu là-bas. Et pour le coup, je crois qu'on a eu cette chance, et c'est une des premières fois où ça m'arrive dans ma vie, où en fait on a beaucoup travaillé, et le travail a été apprécié et vu. On n'a pas eu besoin de trop charbonner pour que le travail soit vu. En général, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas forcément l'inverse, mais tu travailles beaucoup, et il faut aussi énormément travailler pour que les gens viennent voir ton travail quand t'es personne. Là, on a beaucoup travaillé, donc on avait un truc qui était vraiment de qualité, mais on n'a pas eu besoin de batailler plus que ça pour que ça soit vu et pour que ça existe. Donc en fait, c'est le rêve. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie, tu vois. Du coup, pour cette première version de la pièce, t'as pas eu le temps de développer une écriture au plateau aussi approfondie que ce qu'on est en train de faire là en ce moment sur ta prochaine création. Ouais. À partir de tes 20 minutes de spectacle et ta pièce d'1h10, t'as eu 50 minutes de spectacle à pondre tout seul, de manière assez intensive. En fait, non. Le texte était à peu près... Il y avait une première version que j'avais écrite lors de ce fameux confinement qui était en amont de toutes les résidences. Donc en fait, j'avais le texte écrit à peu près, mais on n'avait pas eu le temps de rentrer dans la mise en scène, on n'avait pas eu le temps de faire tout ça. Et si tu veux, le travail au plateau, il est venu à la marge. C'est-à-dire que j'avais écrit une scène, on la joue, tiens, je me dis ça marche pas, je réécris, je change, etc. Il y avait des moments où je me disais, tiens, il me manque de la chair. Vous savez quoi, on va improviser une scène où vous êtes à Naples, c'est le bordel. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, en gros, j'ai entre guillemets, j'ai touché du doigt cette écriture plateau qui, moi, me faisait envie sur des parties un peu circonscrites du spectacle. D'accord. Et là, j'avais à cœur, mais ça m'a beaucoup plu. Et je trouvais que c'était les moments les plus riches de tout ce travail. Et en fait... Sur le deuxième spectacle, j'ai eu envie de faire ça dès l'amont, c'est-à-dire de ne pas imaginer des personnages et les écrire et ensuite dire aux comédiens « Tenez, c'est vos personnages, allez-y ». Plutôt de réfléchir avec eux, faire un travail à la table avec eux dès le départ et de discuter avec eux pour voir ce qu'eux ont à en dire d'ores et déjà. Tu vois, une espèce de truc d'intelligence collective de... Moi, je fantasme, tu vois, c'est l'histoire que je raconte dans ce deuxième spectacle, elle est très intime. Elle est liée à... C'est une histoire familiale, elle est liée à l'histoire de ma mère, à plein de choses très intimes. Donc j'avais des idées un peu
de là où ça pouvait aller et de Dans ce la que seraient les narration, personnages. en tout cas, ouais. Mais je ne voulais pas figer les personnages, leur trajectoire, ce qu'ils allaient devenir, avant d'avoir avant d'en avoir parlé avec les comédiens. Donc on a fait déjà un premier travail à la table, où on a parlé, je leur livrais un petit peu ce que moi je projetais dans cette histoire, ce que moi je voyais dans ces personnages, et c'était un dialogue. Et après moi je repartais avec plein d'idées, j'échafaudais un petit peu des choses, etc. Puis après on se revoit. Et là on a fait une deuxième résidence à laquelle tu es arrivé toi dès la deuxième résidence. La première résidence, c'était même pas une vraie résidence, c'était 2 jours sur la table de mon salon, à parler un peu à bâton rompu de tout cela. Puis une deuxième résidence où là, on passe un peu au plateau. Et on commence à tenter des choses, à tenter des impros. Où moi, j'arrive avec une idée... À ce moment-là, tu avais quand même quelques scènes écrites. Ouais. Et c'était des petits bouts de scènes que tu voulais creuser ou développer, mais tu n'avais pas encore la version... Bon, là, tu n'as même pas la version finie encore, mais c'était encore une version il y avait avec rien des d'écrit. petits bouts à droite à gauche. Il y avait rien d'écrit. En fait, j'avais écrit... au tout début de la résidence, j'avais écrit une scène, mais parce qu'en fait, c'est une scène qui me hante un peu. Dans ce spectacle, je parle notamment, c'est pas du tout le sujet, mais je parle notamment des années 70 et de ce que les années 70 ont été pour la génération de mes parents. Et c'est un truc qui me hantait un petit peu, tu vois. Donc j'avais écrit un truc par rapport à ça, tu vois. Et ensuite, j'ai eu besoin pendant la résidence de poser 2-3 textes parce que c'était une manière aussi de donner de la matière aux comédiens. Parce qu'en impro, c'est très chouette, mais les comédiens, ils ont aussi besoin de matière un peu concrète pour s'approprier l'histoire, s'approprier les personnages. Même pour avoir un cadre, tout voilà, simplement, exactement. pour pouvoir être libre dans cette structure-là. Et moi, ça me permettait aussi de commencer à dessiner la tonalité du spectacle, la forme que je voulais lui donner. Et donc, c'était comme un espèce de... Tu vois, pareil, de la même manière que j'ai beaucoup de musique d'inspiration qui m'aide à donner des touches de couleur. Donc, on a fait un peu une semaine comme ça où je testais un peu des grandes choses et je commençais à dessiner l'histoire. Où j'avais une idée de il se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça. On en parle ensemble. Et là, commence à arriver ce truc exceptionnel d'intelligence collective où tout d'un coup, les comédiens, les personnages ont des choses à dire. Tiens, j'ai l'impression que mon personnage, il ferait pas ça. Et moi, je fais, ouais, c'est vrai, en fait. Je suis arrivé avec cette idée, mais en fait, t'as raison, je pense qu'il ferait pas ça. Et tout d'un coup, les personnages m'appartiennent plus totalement. Et c'est génial, en fait, parce que là, t'es en chef d'orchestre, et tu prends, tu donnes, et tu rebondis avec tout le monde. Et puis ensuite, là, on a commencé à travailler aussi avec la musique, parce que c'est une pièce, pour moi, je veux qu'il y ait de la musique partout, et j'écris avec la musique en tête. Et donc, Patrick est arrivé avec son piano, ses guitares. Patrick Billick, tout à l'heure, génie, pur génie. De toute façon, il n'y a que des génies dans cette histoire. Et il était là, et on était en train de répéter, et tu le vois courir. Il part avec sa pédale, il écrit un truc, il crée une bande-son, après il va au piano, il compose un petit truc, après il revient. Et ça commence à se dessiner, tu vois. Et il y a quelque chose où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est, pour moi, en tant que... Là, je vais parler en tant qu'auteur, puisque j'ai cette double casquette de metteur en scène et d'auteur. En tant qu'auteur, c'est exceptionnel. Parce qu'en général, moi, je suis scénariste, j'écris dans ma chambre, sur mon ordi, très souvent en caleçon, et avec des... Merci d'avoir fait l'effort du c'est fut important. aujourd'hui. Ouais, c'est important. Ouais. D'ailleurs, je te demandais s'il fallait que je mette un pantalon pour de vrai. Et j'ai appris qu'il y avait un plan large, donc il fallait. Et en fait, tu bosses sur un matériau qui est beaucoup plus intime. Et en fait, tu te racontes des histoires à toi, etc. Et les personnages, ils vivent en toi. Et puis en général, tu vas voir les producteurs, tu leur livres 10 pages ou 100 pages. Et l'histoire, elle vit extrêmement fort en toi. Et puis les gens lisent et puis ils font « Ouais, je comprends pas, ce personnage, je le vois pas, il n'est pas empathique. » Et toi, tu comprends, tu vois, ça te semble totalement étrange. Mais c'est parce qu'en fait, c'est extrêmement long, le processus de sortir... la vie qu'il y a en toi pour en faire des personnages avec de la chair, des os, des sentiments, des mots, des choses comme ça. Et dans ce travail-là, en fait, je trouve que ça va beaucoup plus vite. La vie arrive beaucoup plus vite. Le plaisir, la joie, la chair arrivent beaucoup plus vite. Oui. Et en tant qu'auteur, c'est exceptionnel. Parce que je suis quelqu'un je réécris énormément. Ça, pour le coup, c'est vraiment un des enseignements hyper précieux du travail dans la comédie, enfin le fait de bosser avec des humoristes ou dans des émissions de comédie, c'est que tu vois, t'apprends à te remettre en question tout le temps. C'est-à-dire que t'es autour de la table, t'as une vanne,
elle est pas drôle, tu la défends pas. Juste tu fais une blague, une vanne, quelqu'un te dit elle est pas drôle, poubelle. Donc tu apprends à se remettre en question et t'as pas d'ego par rapport au texte. Et je crois que j'ai pas trop d'ego par rapport au texte. Donc moi ça me permet de tenter les trucs, ça marche pas, tac, ça dégage, je tente autre chose directement. Mais c'est en ça que je disais que tu as une façon de bosser qui est extrêmement saine, je trouve, c'est que l'une des premières questions que tu as posées pendant la première résidence qu'on a faite, en tout cas à laquelle j'étais, c'est tu as demandé aux comédiens et comédiennes, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que c'est une matière qui vous amuse, qui vous parle? Et est-ce qu'il y a des choses que vous, en tant qu'artiste, vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de danser, de chanter, de parler d'un truc en particulier? Et je trouve ça hyper rare en fait. Je trouve que c'est très important de demander leur avis aux gens aussi pour savoir si c'est des choses sur lesquelles ils sont raccords, ils sont alignés, est-ce qu'ils ont envie de le défendre. Et comme tu le disais, c'est une pièce avec laquelle ils vont partir en tournée très certainement après Avignon, il y aura certainement un deuxième Avignon, puis une tournée, enfin ils vont vivre avec pendant 2, 3, 4 ans, je ne sais pas combien de temps, le plus longtemps possible j'espère. Donc c'est important pour toi que ça leur plaise et qu'ils s'éclatent. Et c'est hyper sain comme matière de faire, je trouve. Pour moi, c'est absolument fondamental. C'est à la jonction de deux choses. Déjà, on est en train de créer, avec cet endroit de travail, avec cette compagnie, avec ce projet, c'est une putain de safe place. C'est vraiment, pour moi, c'est un bateau, tu vois, à l'abri du grand monde et du tumulte, particulièrement dans une période de merde comme celle-ci. Tu vois, c'est vraiment un endroit où on se fait du bien et on travaille bien, mais dans des bonnes conditions. Et pour moi, c'est fondamental de travailler dans la joie et dans l'exigence, mais parce que les deux se nourrissent et les deux vont ensemble, tu vois. Bien sûr, et pour moi, c'est hyper important. Et ensuite, je trouve que moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai compris aussi dans Frères, c'est que j'ai envie d'aller chercher une extrême sincérité de la part des comédiens. C'était une question que j'allais te poser après. Tu vois, pour moi, il y a des personnages, mais les personnages, je les écris pour les comédiens. Et vraiment, je les écris en ayant en tête ce que eux, ils sont, et leur façon comment de ils vont le porter, et aussi maintenant, parce que je commence à les connaître, là où j'ai envie de les amener. Et en fait, c'est un des retours qui nous est beaucoup fait sur Frères, c'est « Putain, on a l'impression que vous nous parlez, on a l'impression que c'est votre histoire. Et en fait, Frères, c'est pas mon histoire, c'est pas leur histoire, mais il y a de nous dans toute cette histoire. Moi, il y a de tous mes amis dans cette histoire. Il y a de toutes mes histoires d'amitié dans cette histoire. Et tous mes vieux potes qui viennent voir cette pièce, ils se reconnaissent, ils sont hyper émus parce qu'ils se retrouvent dedans. Mais ça n'est en rien leur histoire. Et je trouve qu'il y a un truc ici c'est l'hyper-sincérité, mais c'est pas naturaliste, c'est pas une biographie, c'est pas de la même manière que le nouveau spectacle. Et c'est inspiré de beaucoup de choses qui se sont passées, mais j'essaye de trouver l'endroit de fiction qui permet de raconter ces choses-là dans la joie aussi. Et pour moi, pour y arriver, j'ai besoin d'aller toucher la corde vraiment sensible des comédiens et d'aller voir qu'est-ce que ce texte fait vibrer en eux. Et comment tu y arrives? Comment tu accèdes à cette vérité chez les comédiens et comédiennes, justement? Comment tu les amènes sur cette voie-là? C'est dans le travail. Guillaume et JB, je les connais vraiment bien, parce que ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, donc j'ai pu voir un petit peu quels étaient leurs terrains de facilité, quel était l'endroit de jeu dans lequel ils aimaient aller. Et ça, c'est génial, parce que du coup, j'ai envie de leur donner ça aussi, parce que c'est génial d'amener un comédien là où il aime aller. Et il y a aussi des endroits où ils sont hyper justes et hyper bons, mais où ils n'aiment pas aller. Et ça, c'est pour moi le plus intéressant. C'est des endroits où, c'est pas qu'ils n'aiment pas aller, mais c'est qu'ils ont peur d'y aller. C'est l'endroit où ça vibre véritablement, où il y a la vraie sincérité, la vraie émotion. Guillaume et JB, comme je les connais bien dans le travail, j'arrive à voir l'endroit où ça résonne très fort et on commence à se connaître. Donc voilà. Peggy Martineau, qui vient d'intégrer l'aventure aussi pour le prochain spectacle, j'apprends à la connaître également. Donc je commence à voir quels sont entre guillemets, ces trucs de comédienne, ce qu'elle fait hyper bien. Et comment parfois ce qu'elle fait hyper bien masque d'autres choses qu'elle sait également faire hyper bien, mais qu'elle n'a pas forcément envie de faire, parce que c'est plus sincère, c'est plus vrai, c'est plus intime. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller gratter pour que, à un moment donné du spectacle, pas tout le temps, mais qu'à un moment donné, cette intimité-là, cette sincérité-là, elle ressorte. Et pour le moment, au processus de travail, là, de ce que j'observe
de nos résidences, tu fais bosser beaucoup par des impros à travers une trame, à travers une situation que tu donnes, donc une situation très concrète, et tu vas aller voir qu'est-ce que eux ont à apporter comme ça sur un impulse en impro, quoi. Ouais. Donc tu bosses pas mal par des impros, tu bosses aussi beaucoup en musique. Comment, si on devait décortiquer un peu ta méthode de travail, c'est quoi la méthode Clément Marchand? Je crois que déjà j'aime bien donner du matériau un peu concret aux comédiens. Moi je me souviens, en fait, mon parcours de comédien, il m'a aidé déjà à comprendre que je ne serais pas comédien, ce qui est une très bonne chose, et aussi à comprendre comment fonctionnent les comédiens. Et moi je me souviens, quand j'étais comédien, j'avais besoin d'avoir de la matière, parce que tu as besoin d'avoir des choses auxquelles te raccrocher, tu as besoin d'avoir des consignes claires, et j'avais besoin d'être perdu aussi. Parce qu'au final, c'est quand j'étais un petit peu perdu, quand je ne comprenais pas tout à fait, quand je croyais ne pas comprendre tout à fait, que se passaient des choses. Et j'essaie de jongler entre avoir un terrain suffisamment solide pour pouvoir commencer à chercher, et en même temps sans que tout soit donné. J'essaye d'être là-dedans. Ensuite, oui, je travaille beaucoup en musique, mais parce que j'écris en musique. Donc, ça m'aide en fait à dessiner un univers commun. Okay. Puis en plus, c'est agréable de jouer en musique. Tu vois, il y a un truc où quelque part, tout de suite, tu as une forme de justesse qui arrive. Tout de suite, tu as des images qui sont là, tu as un rythme. J'essaie d'avoir une écriture assez rythmée. En gros, moi, j'essaye, à la fin de la fin, j'aimerais que dans le spectacle, les comédiens aient comme des rails de tous les côtés auxquels se raccrocher, qui leur donnent des poignées auxquels ils peuvent se raccrocher en permanence. Comme ça, ils peuvent se perdre et se retomber sur leurs pattes en permanence. Dans Frères, quasiment tout le spectacle est chorégraphié. Ça ne se voit pas forcément, mais tout est chorégraphié. Presque tout est en musique. C'est une partition hyper précise, mais qui leur permet d'être très très libres. Parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, et donc ils peuvent se laisser surprendre par les choses, par les émotions. Moi, je leur dis tout le temps, franchement, je m'en fiche que vous pleuriez. Si vous devez pleurer, c'est que ça vient. C'est que ça vient naturellement. Si vous y pensez, c'est que vous n'êtes pas dedans. Si vous cherchez parce que la dernière fois, tu as été ému à tel endroit, et tu essaies de reproduire le truc, c'est que tu n'es pas dedans. Là, j'essaie de faire un travail où, en fait, moi, dans l'écriture, j'essaie de leur donner des jalons un petit peu de progression émotionnelle et de leur donner des points de repère qu'ils vont pouvoir retrouver de date en date. Qu'au fur et à mesure, ils aient comme une espèce de jauge qui se remplit et qui leur permet d'arriver à l'émotion qu'ils sont censés atteindre à cet endroit-là, avec comme des espèces de gros points de repère. C'est-à-dire que s'ils se perdent, bah, ils savent, si à un moment donné ils sont perdus, parce que t'es comédien, t'es sur scène, tout d'un coup, tu penses, putain, j'ai loupé ma réplique, et pourquoi là-bas le mec il est en train de tousser, et toi tu vois, tu dors, mais espèce de bâtard, tu dors, tu vois, et puis, oh mince, ça fait 5 minutes que je suis dans ma tête, je suis en mode automatique. Et bah, avoir des grands points de repère dans le spectacle, qui leur permettent de retrouver, entre guillemets, leur maison. Tiens, à cet endroit-là, il y a une émotion hyper forte, il y a une couleur hyper forte, il y a quelque chose d'hyper fort à jouer. Je crois que ça fonctionne. En tout cas, je pense que c'est agréable pour eux. Et après, dans le travail, l'idée, c'est... j'essaie de ne pas trop passer par le psychologique. Je trouve que la psychologie, c'est intéressant pour parfois intellectualiser, pour comprendre, pour s'orienter un petit peu. Mais c'est aussi pour ça on travaille beaucoup avec Delphine Youngman, qui fait un boulot extraordinaire. L'idée, c'est d'aller... sur le corps. Oui. L'idée, c'est d'aller chercher l'émotion... autrement que par cette espèce de petite musique interne du comédien qui se raconte qu'il est ému pour son personnage parce que ça lui rappelle... Enfin, il y a plein de façons de travailler, mais celle-ci, moi, me touche un peu moins. Et donc l'idée, c'est plus d'ancrer le travail en profondeur, qu'en fait, qui commence à faire corps avec le personnage et que ça s'ancre dans le corps, dans la mémoire, que les musiques deviennent des réflexes, en fait. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais comédien, il y avait des musiques qui devenaient comme des espèces de petits doudous, en fait. Où tout d'un coup, tu as telle musique, paf, ça te ramène des scènes, ça te ramène des mots, ça te ramène des gens, ça te ramène des choses. Ça, je trouve que ça fonctionne. Tu vois, d'associer beaucoup d'éléments très concrets, très tangibles à, par exemple, de la musique ou à un mouvement. Je crois que ça fonctionne. Et après, il y a le temps long du travail où, avant d'arriver à une véritable efficacité,
de la mise en scène, il y a un temps de recherche. On s'autorise à chercher au plateau, avec quelque chose qui est, encore une fois, entre... il y a une forme d'efficacité formelle, c'est-à-dire que ce que l'on fait ressemble à quelque chose. Si un intervenant extérieur vient et regarde, il ne voit pas des mecs en train de faire les arbres pendant 3h30 et se dire c'est quoi cet intermittent qui me vole mes impôts. Et en même temps, c'est encore de la pure recherche. Et comment tu t'es formée à la direction d'acteurs? J'ai des flashs de toi en train de diriger les comédiens et comédiennes dès le stade des lectures, et je trouve que c'est des directions qui sont toujours hyper pointues et qui partent vraiment de toi, de ton intime. Donc, est-ce que tu veux bien partager ta direction d'acteur? J'ai eu, quand j'étais donc en école de comédien, une formatrice qui venait faire de la dramaturgie et qui nous a donné un conseil que j'ai trouvé vraiment génial, qui disait donc déjà, pour diriger un comédien, il est très important d'être doux. En fait, c'est hyper important d'être doux, parce que ça n'a aucune forme de... Merci de le dire. Ça n'a aucune forme d'efficacité, en fait, d'être méchant ou d'être dur. En fait, ça sert à rien. Tu n'obtiens rien de cela, en fait. Il n'y a rien. Donc, déjà, de mettre en avant ce qui est bien, parce qu'il y a toujours du bien, et de travailler dans la douceur. Comme moi, quand j'étais comédien, j'aimais avoir des gens qui travaillaient dans la douceur, et d'être technique, d'être précis. Donc j'essaye de chercher des conseils qui sont techniques plus que psychologiques. Tu vois, par exemple, dire à quelqu'un « t'es pas assez ému », comment tu veux que la personne trouve l'émotion en lui disant ça veut rien dire. Enfin, tu vois, a priori, oui, on cherche l'émotion. Mais tu vois, donc chercher par j'en sais rien, essaye de voir si ta voix, elle peut vibrer plus dans ta poitrine, tu vois. Essaye de voir ce que ça fait si l'émotion te vient avec un sourire. Enfin, tu vois, des trucs qui sont un peu précis. Ouais. Et qui donc donnent des directions claires sur lesquelles le comédien peut s'appuyer. Et en fait, même s'il n'y arrive pas immédiatement, il travaille. Ce qui est important, je trouve, pour un comédien, c'est d'être en travail tout le temps. En fait, la justesse, on ne va pas se mentir, la justesse, elle va arriver au bout de 3 ans d'exploitation du spectacle, tu vois, la vraie justesse, tu vois, et lors de la première, elle sera là par moment, puis elle va disparaître. En fait, t'es juste, t'es pas juste, tu rentres, tu sors en permanence. C'est ça, être comédien. C'est être juste et ne pas être juste. Et savoir quand t'es pas juste pour retourner vers la justesse. C'est toujours ça. Et ça, c'est le travail. Et en fait, je trouve qu'en étant précis, en donnant des directions précises aux comédiens, à la comédienne, tu donnes des moyens de travailler et d'être en travail. Et donc de ne pas figer sur, tu vois, une même intonation de phrase, une même émotion un peu figée, etc. Je pense que, vraiment, je me le formule en direct, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de essayer de déverrouiller pour que le comédien retrouve sa souplesse et retrouve sa liberté d'action, tu vois, dans la recherche. Et ça passe beaucoup par toi aussi, j'ai remarqué. Ouais, c'est un truc que j'ai fait, que j'ai commencé à faire assez intuitivement à l'époque où je dirigeais sur Close, par exemple. Je pense que... Déjà, j'aime bien faire ça. Enfin, c'est con, mais tu vois, je ne joue plus sur la scène d'un théâtre. Et c'est des petits endroits de jeu, tu vois, qui sont assez confortables et assez agréables pour moi. Donc déjà, c'est assez kiffant de faire ça. C'est un premier truc. Je crois que ça me permet d'être précis dans la direction émotionnelle, par exemple, que je veux donner aux choses. Enfin, je trouve que ça permet d'incarner un peu concrètement. Et ça permet aussi si tu veux, de faire un petit travail quand il y a du texte, par exemple, ça permet d'expliciter le texte, de faire ressortir les choses qu'il y a derrière. Ça permet d'incarner... voilà, ça devient plus tangible, en fait, que de juste dire là, tu dois être ému parce que ton personnage vient de, je sais pas quoi, traverser telle épreuve, tu vois. Oui. Ça rend les choses plus concrètes. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de... en fait, tu te mets toi-même un petit peu à nu, tu vois, d'une certaine manière. Enfin, tu vois, c'est comme un échange de... Je te demande de faire ça, je le fais aussi un petit peu. Je trouve que ça crée un endroit de jeu commun, quoi. Je ne saurais pas le dire autrement, mais c'est un truc que j'aime bien faire. Je trouve que ça crée du jeu, ça crée de la fluidité et ça crée de la clarté par rapport aux enjeux, tu vois. Et moi-même, en fait, si je suis totalement honnête, ça me permet de traverser émotionnellement le texte, parce que donc,
c'est particulier parce que, tu vois, l'écriture de scénario, c'est vraiment une écriture très efficace. Tu vois, c'est quelque chose, j'écris un peu sans affect particulier, notamment parce que ces textes-là vont être réalisés, mis en scène par d'autres personnes que moi, donc c'est très important que je m'en détache. Et aussi, c'est une écriture, tu vois, où tu essayes de poser des cases qui vont être remplies par la suite par des acteurs. Et puis voilà, le scénario, c'est très, très différent. L'écriture théâtrale, pour moi, c'est beaucoup plus émotionnel. Vraiment, ça m'arrive d'écrire et de pleurer en écrivant. Enfin, des trucs que je pensais pas faire, tu vois. Par exemple, la nouvelle pièce, j'arrivais pas à l'écrire à Paris. J'avais besoin d'être à la campagne. Et je me suis retrouvé à faire des trucs que j'aurais jamais imaginé faire. Genre, vraiment, je me suis bourré la gueule en écrivant et en fumant des clopes comme ça. Et c'était une écriture très charnelle, très émotionnelle, tu vois. Et donc, en fait, le fait de la retraverser au plateau en essayant de décortiquer un petit peu les situations et les comédiens, bah, ça me permet de transmettre un petit peu de l'émotion que moi j'investis dans le texte, surtout dans ce spectacle-là qui est très intime et où je parle vraiment de moi et de ma mère, de trucs très, très intimes. Ça me permet de le donner pour dire, voyez, c'est ça qu'il y a derrière ces mots, en fait. C'est ces choses-là. Et ça me permet aussi parfois de comprendre, de trouver le cheminement en direct. Et de me dire, ah non, en fait, je me suis raconté ça, mais finalement, c'est pas tellement ça qui se passe. Enfin voilà, je trouve que ça rajoute une couche de compréhension supplémentaire. En l'éprouvant par toi-même aussi en direct. Ouais, je crois. Tu viens de parler de l'écriture de scénario et en quoi ça diffère de l'écriture d'une pièce. Ouais. Comment toi, tu as fait le switch entre l'écriture de pièce, enfin l'écriture de scénario versus l'écriture d'une pièce? Comment t'en es arrivé à... Enfin, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais écrit de pièce de sa vie et qui aimerait bien s'y mettre? Est-ce que tu aurais des conseils scénaristiques ou, je sais pas, des choses un peu concrètes sur l'écriture d'une pièce de théâtre en particulier? Alors, sur l'écriture d'une pièce de théâtre, je pense que j'aurais du mal parce que j'ai écrit 2 pièces, dont une qui n'est pas encore terminée. Et où, en plus, c'est un processus de création très particulier, puisque j'écris beaucoup à partir des comédiens. L'écriture change énormément en cours de route. C'est une écriture dans laquelle je me nourris énormément de ce qui se passe au plateau. Donc, j'ai pas de recette à donner comme je pourrais en avoir, par exemple, pour le travail de scénario. D'accord. Mais disons que moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est j'essaie de trouver une efficacité dans l'écriture, dans l'histoire plutôt, dans le déroulé de l'histoire. Moi, j'avais envie que les spectacles que l'on crée racontent une histoire avec des personnages relativement clairement définis, avec un début, un milieu, une fin. J'avais envie, en fait, de ce que le cinéma peut apporter de lisibilité dans l'histoire et dans l'appropriation de l'histoire par un public hyper large. J'avais envie de quelque chose d'assez, encore une fois, efficace à cet endroit-là pour me permettre derrière d'avoir de la recherche formelle, d'avoir de l'abstraction, d'avoir une recherche esthétique qui fait que ce qu'on a découvert avec Frères et ce que j'aime bien, c'est que des gens très très différents vont voir le spectacle et le comprennent et l'apprécient. Des gens qui vont beaucoup beaucoup au théâtre et des gens qui ne vont jamais au théâtre. Et ça, c'est ce qu'on avait envie de faire. C'était de faire un spectacle populaire, tu vois, au sens large. C'est-à-dire que ça parle à tout le monde. Et pour ça, il faut pour moi, je trouve qu'avoir une histoire bien construite, ou plutôt clairement construite, ça permet ça. Mais c'est en ça que ça marche de ouf, je trouve, Frères. Enfin, bon, moi, ça a été mon coup de cœur d'Avignon l'année dernière, donc j'ai été particulièrement sensible à cette forme de récit. Petit moment promo, ça se joue au Corsin à 18h15. Ou 5, 18h05. Bon, en tout cas, on 18h verra. 18h avec un 5. 18h avec quelque chose derrière. Et c'est en ça que j'ai trouvé l'histoire très très forte, c'est que derrière la grande histoire, ça va aller choper à l'intime, ça va aller nous cueillir, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris, du coup, de cette première pièce de Frères que tu as voulu répliquer dans le processus de création, que tu as voulu répliquer dans ta prochaine création? Et qu'est-ce que, au contraire, tu te dis, ça, en fait, j'en ai pas besoin pour la création? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué plutôt dans ta façon de travailler, tu dirais? Déjà, l'envie d'intégrer beaucoup plus en amont la musique et le corps. Okay. C'est-à-dire, avant même de commencer à écrire, avant même de commencer à avoir une mise en scène, avoir une réflexion sur qu'est-ce que le corps va permettre de raconter. Comment est-ce
comment est-ce que le corps va me permettre de raconter cette histoire. Tu vois, il y a des scènes où, au lieu de les écrire, je me dis, en fait, je veux que la scène existe, mais je ne vais même pas l'écrire. Parce que je sais d'emblée que j'ai envie d'aller la chercher par le corps. Et donc, avoir une réflexion sur, en intégrant d'ores et déjà Delphine, parce que voilà, et pareil pour la musique. En fait, j'ai envie de chercher l'identité musicale du spectacle et comment est-ce que la musique va raconter cette histoire et va épouser cette histoire, et va épouser le corps et le texte et le jeu en amont. Donc ça, c'est la première chose. On a le luxe de travailler de manière collaborative et collective, et jouer le truc à fond, quoi. C'est que chaque personne puisse amener sa touche avant, parce que le problème, c'est que, tu vois, Delphine, elle est arrivée sur Frères, il y avait déjà une pièce écrite, il y avait déjà pas mal de bouts qui étaient mis en scène, donc en fait, les espaces les interstices dans lesquels elle pouvait se greffer étaient réduits. Et il y avait un besoin d'efficacité dans son travail. Et là, j'ai envie qu'elle puisse, tu vois, qu'elle puisse être beaucoup plus libre, qu'elle puisse aller beaucoup plus loin, et qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur comment le corps va raconter cette histoire. J'avais envie aussi, moi j'aime beaucoup être ému, je pleure beaucoup et je suis un grand émotif, mais j'aime pas le pathos. Et une manière pour moi de ne pas tomber dans le pathos en racontant des histoires qui peuvent être tristes, c'est d'être tout le temps sur une ligne entre c'est drôle, c'est triste. Tu vois, et d'essayer de jongler en permanence entre les deux, quoi. Et j'essaie et de la même manière, j'ai pas envie d'écrire des situations de comédie qui sont juste là pour la comédie. J'essaye de me débarrasser au maximum de la tentation de faire une scène juste pour qu'elle soit drôle. Si la scène est juste là pour être drôle, alors en fait, finalement, ça marche pas, c'est pas sincère. La comédie, pour moi, c'est comme une espèce de traitement qui vient sur tout. Tu vois, c'est une manière de vivre le monde, c'est une manière de raconter une histoire, c'est une manière d'être triste, c'est une manière de raconter une histoire triste. C'est un truc c'est comme un filtre qui vient se greffer sur tout, mais j'écris pas une comédie. Ouais, ça se met au service de l'histoire. Exactement. Et c'est une manière, voilà, c'est un ton, c'est une manière de raconter cette histoire qui est fondamentalement triste, mais qui vient l'alléger, parce qu'en fait, voilà, la vie, c'est ça. Pour moi, la vie, c'est être triste, être heureux. Je sais pas, c'est hyper cliché comme image, mais c'est les enterrements où t'es hyper triste, et puis l'instant d'après, t'as un fou rire. C'est les mariages où viennent se mélanger. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Mais la nostalgie, c'est beau et c'est moche à la fois, c'est triste et c'est joyeux à la fois. Et c'est cette alternance-là que j'essaie de cultiver. Et je pense, l'envie que j'ai dans ce prochain spectacle, c'est aussi de pousser les curseurs partout plus loin. Parce qu'on a tous on a monté en compétences, tous. Je pense que je suis un meilleur auteur, metteur en scène que je ne l'étais sur Frères. Et j'ai envie qu'on se fasse tous plus confiance, qu'on aille tous plus loin. Et par exemple, oser davantage de choses. Aller encore plus loin dans ce que sont mes petites marottes personnelles, mes petits kiffs un peu méta, des trucs un peu d'absurde. Ça fonctionne. Et on a la preuve sur Frères que ça fonctionne. Donc j'ai envie de m'autoriser à aller encore plus loin là-dedans. Ok, trop bien. Voilà. J'aime bien finir mes interviews par un dernier conseil. C'est vraiment la question très large. Ouais. Donc, sens-toi libre que ce soit un conseil, je sais pas, d'une lecture, d'un film, ce que tu veux, ou un conseil un peu plus philosophique sur... en général, c'est sur la direction d'acteur, mais là, j'ai envie de te laisser le champ libre par rapport à ton parcours de scénariste, auteur, metteur en scène. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais aimé avoir quand tu étais plus jeune, que tu as un déclic que tu as eu il n'y a pas longtemps, sur n'importe quoi que tu as en tête, qui te vient, que tu aimerais partager? Déjà, je ne sais pas pourquoi, mais me vient le film Leto de Kirill Serebrennikov, ou genre pour les gens qui ne l'ont pas vu, d'aller voir ce film. Okay. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a popé comme ça dans la tête, ça n'a vraiment aucun rapport avec ce qu'on est en train de se dire, okay. Mais c'est un film extraordinaire. Et qui a ce truc de grande liberté, de grande joie et de grande tristesse à la fois. C'est peut-être ça le lien, mais déjà. Non, moi je pense que le truc le plus précieux qu'on m'ait appris, et assez tôt dans mon travail d'écriture, c'est à ne pas m'attacher trop fort au texte qui a été écrit et aux choses qui sont écrites. Le travail de scénariste, c'est de réécrire en permanence. Le travail d'auteur, c'est de réécrire en permanence. Et en fait, en général, quand tu as écrit un truc d'un premier jet, c'est que c'est pas bon.
Enfin, tu vois, c'est pas pour rien que les plus grands génies mettent des années à écrire des films, voilà, on met du temps. Le travail, l'écriture, ça prend du temps et c'est hyper précieux de ne pas s'attacher aux choses et de prendre de la distance par rapport à ce qu'on écrit. Et donc, ouais, je dirais c'est ça. C'est de ne pas sacraliser ce qui a été écrit. Et de considérer aussi que une fois que tu les as écrits et que tu les confies à des comédiens, tes mots, ils t'appartiennent pas totalement. C'est important de les guider parce que c'est un dialogue, en fait, la création théâtrale particulièrement, entre la contrainte et la liberté, entre le metteur en scène qui est là pour cadrer les choses et pour rediriger, et le comédien qui est là pour vivre et parfois prendre trop de liberté sur scène. Enfin, c'est un dialogue permanent. C'est dans cette dialectique, c'est là que se situe le jeu et la justesse, tu vois. Mais je trouve qu'il ne faut pas être trop rigide. Par exemple, c'est un des enseignements sur Frères, c'est qu'au début, quand on a commencé à jouer Frères, j'étais assez directif, voire même très directif, avec les comédiens, à leur dire, tu vois, là, t'as fait telle réplique, tu l'as dit comme ça, alors que c'est mieux quand tu l'as fait comme ci, puis tel truc, puis là, le top, t'étais pas dessus, assez directif. Et puis un jour, j'ai senti que ça commençait, qu'ils avaient besoin de s'emparer de l'histoire, qu'ils avaient besoin de s'emparer de ce spectacle, qu'ils étaient eux en train de défendre sur scène. C'est pas eux qui tous les jours mouillent le maillot, c'est pas moi qui tous les jours mouille le maillot sur le plateau, tu vois. Et puis un jour, je suis allé voir le spectacle, ils l'avaient joué 15 fois entre-temps, tu vois. Et vraiment, le spectacle commence au début, il me dit « Putain, les bâtards, ils ont tout changé !» J'exagère, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient très différentes. Donc j'étais un peu remonté, tu vois. Je prenais des notes en mode, tu vois, vous allez voir, les gars, je vais vous... Et au bout d'un moment, je commence à écouter comme ça. Ah, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Ah ouais, c'est bien. Et si tu veux, c'est de l'ordre de l'imperceptible. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait vu le spectacle 3 semaines plus tôt n'aurait pas vu la différence. Ouais, mais sûr. Quand tu es dans le travail, toi, tu vois très très précisément. Et en fait, là, je me suis laissé surprendre par eux. Et justement par la connaissance intime qu'ils étaient en train de développer du spectacle et de ces personnages que moi, je n'avais plus. Ça n'empêche qu'il y a besoin par endroit de resserrer des boulons, tu vois... quand ça va trop dans l'émotion tire-larme ou quand ça va trop dans le rire un peu facile, par exemple. Mais il y a beaucoup d'endroits où les comédiens sont au plateau et ils savent mieux que toi ce qui marche, ce qui ne marche pas dans ton histoire. Il faut leur faire confiance. Et ça, c'est dans mon apprentissage de jeune metteur en scène, ça a été un truc important, de lâcher prise et d'arrêter d'aller les voir tous les jours. Où tu vois, en fait, tu vas les voir et eux, ils savent que tu es là et ils attendent le moment des retours à la fin. Et quand t'es pas là, ils se lâchent, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pas grave s'ils font n'importe quoi. Il faut que ça vienne aussi, en fait. C'est un jeu. Tu leur fais confiance, ils te font confiance et c'est ça le jeu, quoi. Trop bien. Merci, ça résonne très fort ce que tu viens de dire. Et merci de le dire. Merci de mettre des mots et de mettre ton énergie aussi bienveillante et joyeuse au service de ce métier, parce que je pense que le monde du théâtre a besoin de plus de Clément Marchand. Merci beaucoup, Clément. Non, mais ça, franchement, on fait un métier qui est hyper dur, donc autant le faire en s'amusant et en se faisant plaisir, parce que sinon... Amen. Ouais, trop bien. Et merci énormément d'être venu. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi, merci pour le thé glacé. Avec grand plaisir. Salut. Salut.